Je suis infidèle, la musique m'appelle, l'amour m'envahit. Les forêts me hantent, le spectacle m'enchante, et j'aime sans prix faire le tour du monde qui m'entoure ici. Je suis l'infidèle qui vous appelle du fond de la nuit. N'ayez plus de peine, oh non, non. Vivez libre et sereine. Aimez-moi comme je suis. Si je suis la peine, dites-le moi vous-même. Même si je vous aime. La musique m'appelle et je suis infidèle car l'amour m'envahit. Le spectacle où je chante, ces forêts qui m'enchantent, l'on aime sans bruit. Je suis la femme d'en face, l'enfant d'espace, pour un bout de vie. Je voudrais être ce que j'aime, pour aimer ce que je suis. Je voudrais être ce que tu aimes, pour être en toi aussi. Et faire le tour du monde qui m'entoure, aimer des amis, retracer la trace de ceux qui m'embrassent, tracer leur trace. Je suis infidèle, la musique m'appelle, car l'amour m'envahit. Les forêts me hantent, le spectacle m'enchante, et j'aime sans prix. Donne-tu une pas? Bonne. Qu'est-ce que tu veux pour déjeuner? Ah, maman, je le sais pas. OK, Charles, tout semble bien aller, mais tu perdras ça 3 fois par jour. C'est quoi ça? Je sais pas. Bonjour, monsieur. Bonjour. Seriez-vous en état d'ébriété? Je sais pas. Je vous demanderais de sortir du véhicule, s'il vous plaît. Ouais. Oui, Vous m'avez demandé? oui, Qu'est-ce que j'ai fait? je sais pas. Nathalie, veux-tu m'épouser? Je sais plus.
vous êtes vraiment le voisin maléfique. Et pour cet après-midi, je vais demander à Raphaël de faire la lecture, s'il te plaît. Vous devez être fiers d'être mes amis. Grâce à moi, vous êtes filmés. Du cinéma, j'en mange. Regarde la deuxième maison, là, celle qui a un toit turquoise, là, avec une espèce de petit verre pâle, là. C'est là que papa a fait toute son enfance, son adolescence. Juste en avant de la rivière. C'est la plus belle place qu'il y a dans toute la ville, ça. Quand les glaces partent, là, c'est de toute beauté à voir. T'entends le bruit là, des glaces, le cric-crac, comme une boîte de Rice Krispies, là, cric-crac-croc. OK, puis là, ça descend. C'est super le fun. On compte plus les routes, les ponts, les chalets et les maisons emportées par le courant. Kingwick a été déclarée zone sinistrée. Victoriaville a aussi écopé. Ce golfe a été presque entièrement inondé. Il n'y a personne qui a été blessé ici, malgré des sauvetages in extremis de la Sûreté du Québec. Environment Canada is calling for storms and thunderstorms for the rest of the week. La petite maison bleue que vous voyez, qui a été complètement transportée par la crue des eaux. Alors, ça vous donne une idée de la violence de la rivière. Et... Avons-nous cherché et cherchons-nous encore à contrôler l'eau? C'est une tendance de l'être humain de vouloir contrôler la nature. Mais même si on veut contrôler la nature, ça n'empêche pas des événements exceptionnels de se produire. Si on regarde en Europe, par exemple, il y a 2 ans, il y a eu des inondations abondantes dans le sud de la France, suivies l'an passé d'une sécheresse énorme. Donc, les aléas de la nature sont quand même importants. On connaît aujourd'hui, on sait que l'effet de l'être humain, par exemple avec les gaz à effet de serre, que ce soit la pollution automobile ou industrielle, entraîne des changements climatiques selon plusieurs chercheurs. Ces changements-là modifient grandement le climat. Donc, on peut s'attendre à certains endroits des sécheresses. C'est une tendance de l'être humain, mais je pense que l'important, c'est de pouvoir respecter la nature. Ça va bien? Oui. On s'est fait raconter que dans les années 1960, c'est déjà arrivé, que la rivière a vraiment sorti de son lit. L'eau passait par-dessus le pont. Puis l'eau passait aussi là, vraiment chaque côté de la maison. Habituellement, la rivière, elle n'a pas un gros débit d'eau. Il y a peut-être tout le temps 2 pieds maximum d'eau. Quand les crues, les pluies ou les crues du printemps, c'est sûr que l'eau va monter beaucoup, mais ça dure très peu longtemps. Lorsque, au-dessus du barrage, on voit à un moment donné, il y a une poulie qui est après la dame pour ouvrir la porte de la dame. L'eau arrivait vraiment à la moitié de la poulie. C'est surprenant. La roue, on l'a retrouvée dans la rivière Nicolette. On était bien surpris de voir qu'elle était descendue jusque-là. On l'a retrouvée comme une feuille de papier qu'on chiffonne. La roue était comme ça, là, vraiment, elle ressemblait d'une immense pierre en métal.
Qu'est-ce qu'on retient de cette expérience-là, qu'on pourrait dire? Une chose qui est sûre, en tout cas, c'est que lorsque la nature s'en mêle, on n'a vraiment aucun pouvoir de ça. Aucun contrôle. Aucun contrôle, aucun pouvoir de qu'est-ce qui peut arriver des résultats. Puis moi, personnellement, bon, ça a été que on rencontre comme la peur de tellement proche qu'à un moment donné, on a comme plus peur parce que on sait pas qu'est-ce qui va arriver. On sait pas qu'est-ce qui est là. Qu'est-ce qui nous attend. Je vous remercie. Ça m'a fait plaisir. Au niveau de la Terre, on devrait avoir une température moyenne de 15 degrés Celsius qui, elle est amenée avec les gaz à effet de serre. Et si eux n'existaient pas, les gaz à effet de serre, on connaîtrait une température moyenne de moins 18. Donc, on a besoin des gaz à effet de serre. Ce que les scientifiques ont dénoté, remarqué, depuis 90, ils se disaient, est-il possible qu'on connaisse des changements climatiques? Bien là, ils regardaient, ils s'apercevaient que depuis la révolution industrielle, la température moyenne avait augmenté très légèrement, et que de plus en plus, elle augmente. En 95, les mêmes scientifiques ont dit, bien là, je pense qu'on va devoir en parler. Puis en 2000, ils disent quoi? Ils disent que d'ici 50 ans, la température moyenne devrait augmenter de 2 à 9 degrés Celsius. Ce que ça veut dire, c'est que des tempêtes comme on en a connues, genre tempêtes diluviennes qu'on a connues l'été passé dans nos régions, ça veut dire qu'on va en connaître de plus en plus. On nous dit que c'est une histoire, ça arrive une fois tous les 100 ans. Moi, j'aimerais bien que ça arrive une fois tous les 100 ans seulement. Mais là, ça sera plus ça. Le 4 août dernier, qu'est-ce qui s'est-il passé? C'était des premières journées qu'on recommençait l'ouvrage. Il faisait encore chaud. Fait qu'il était à peu près 7h moins quart. Je venais de finir de servir mon mari. Fait que j'ai dit, tiens, je vais lui prendre une tasse de café sur sa galerie. Fait qu'en sortant sur sa galerie, je regarde vers le ruisseau. Puis le ruisseau ne fournissait pas l'eau entrait, mais elle faisait des ribons, elle ne rentrait pas. Fait que j'ai dit à mon mari, j'ai crié, j'ai dit, viens voir ce qui se passe. J'ai dit, viens, l'eau passe plus dans le ponceau. Fait qu'il est sorti le temps qu'il sort. L'eau avait égrandi déjà pas mal. Fait que là, on regardait ça. On pensait toujours que ça l'arrêterait. Fait que là, j'appelle mes enfants. S'ils n'avaient jamais vu un ruisseau, de venir voir. Mon petit ruisseau, c'était rendu une rivière. Fait que ça sont en venus. Puis le temps qu'ils s'en viennent, l'eau avait assez élargi à côté de la maison que ça avait apporté notre piscine. Piscine flambant neuve qu'on avait fait installer cette année. Fait que tout s'est fait, là, ça n'a pas arrêté, ça l'a grandi jusqu'à 9 h. Ça l'a rentré par les fenêtres de notre sol, puis ça a fait un bon pied d'eau dans le sol. Fait que ça s'est fait assez vite. Ça nous a surpris. Un exemple de ça, de vouloir contrôler, c'est la canalisation des terres agricoles ou le drainage des terres agricoles, comme on le fait en milieu urbain, par exemple. Bien, le fait d'avoir de l'asphalte en milieu urbain, ça accélère l'eau dans les eaux pluviales, dans les canalisations d'eau pluviale. Ça augmente les débits. Bien, c'est la même chose au niveau des terres agricoles. C'est-à-dire en voulant canaliser ou drainer les sols agricoles, c'est-à-dire on accélère l'eau. L'eau s'évacue plus vite des terres agricoles, mais par contre, ça peut entraîner des problèmes en aval, c'est-à-dire soit des crues plus abondantes parce que l'eau arrive plus rapidement et en plus grande abondance. Et aussi, bien, la vitesse de l'eau, comme elle est accélérée par la canalisation des cours d'eau ou par le drainage, bien, ça entraîne parfois l'érosion des talus, des bords des cours d'eau. Et je suis allé voir à peu près 5 km d'ici, dans le rang, sur un pont, voir comment ça se comportait. Et quand je suis arrivé là, ça a été la surprise parce que des troncs d'arbres, des choses que je ne pouvais pas identifier descendaient de la rivière, passaient en dessous du pont. Et je me suis dit, dans 1 heure, 2 heures, ça va être chez nous, ce stock-là. Dans le fond, on ne pouvait pas s'imaginer que l'eau viendrait aussi haut. Quand je parle du niveau, là, on voit sur la branche, on voit sur l'arbre le merisier qui est mort, une branche qui est... c'est pas le vent qui l'a envoyé là, c'est l'eau, c'est le courant d'eau. Donc, le niveau d'eau a monté à ce niveau-là. C'est environ, pas environ, mais c'est 25 pieds de niveau d'eau différent par rapport à la rivière, comment elle se comporte naturellement. Donc, c'est arrivé à 1 pouce sous les balcons ici de la maison. Ça tombait là, comme des clous, ça a été comme ça toute la nuit. Le plus haut niveau d'eau est arrivé à 11h30 à peu près. À 9h30, là, on était très immergés, mais à 11h30, c'était le top. Puis il est reparti dans l'autre sens, peut-être, il a été stable là, peut-être une demi-heure. Il est reparti dans l'autre sens et à 2h30 du matin, on a pu
venir voir les dégâts, évaluer un petit peu sommairement les dégâts à l'intérieur de la maison. On est au 21 rue des Pins. On est rendu avec un terrain vacant, sauf qu'anciennement, on avait une résidence qui était ici. Puis, dans la nuit du 4 août, bien, plutôt dans la soirée du 4 août, tout a basculé. C'était une petite soirée tranquille où il s'était mis à mouiller, mais pas tant que ça ici pour dire qu'il allait se passer quelque chose. Sauf qu'à 9h30 le soir, on a des voisins qui sont venus nous réveiller pour dire « Bon, il est temps que vous sortez, il y a de l'eau tout autour de la maison. » Fait que quand on s'est levé, on avait déjà une remise qui flottait. Fait que là, moi, je me suis revirée, j'ai dit « Bon, là, j'ai dit, il faut sortir d'ici. » Puis moi, je me suis dépêchée, j'ai dit « Je vais sortir une des filles parce qu'on a 4 enfants. » Fait que j'ai sorti une des filles. Le temps de sortir une des filles, on avait de l'eau sur l'asphalte dans la cour. J'en avais aux genoux. Fait que j'ai dû reculer les autos plus loin dans la rue. Et puis là, on a continué à sortir les enfants, mais jusqu'à temps qu'on en ait là, sur le balcon, par-dessus le balcon. Les dernières, là, on avait de l'eau aux cuisses, on courait avec les enfants là, pour les embarquer dans l'auto. Puis on prenait pas le temps là, de les attacher puis de les habiller. On met les enfants dans un siège puis on les sort. C'était vraiment rapide. Là. On s'est retrouvés dehors assez rapidement. On évalue à 126,9 mm de pluie qui est tombée à Tingwick le 4 août au soir, alors qu'on évalue environ à 88 mm de pluie, une pluie qui tomberait à tous les 100 ans. Donc une chance sur 100 qui tombe 88 mm, et là on a eu au-dessus de 126 mm de pluie à Tingwick. Nous sommes situés où sur votre terrain présentement? Juste devant la maison qui était là en arrière de toi. C'est mon arrière-grand-père qui avait acheté le lot. Je ne peux pas te dire de date. Après ça, mon grand-père a vécu là. Mon père a vécu une partie de sa vie là avant de monter la maison en haut. La première maison des ancêtres. Okay. Puis là, nous, j'ai vendu la ferme en haut. J'ai gardé les lopins de terre en bas, un 60 acres, pour aller me reconstruire parce qu'on avait déjà commencé une pisciculture. Puis là, on s'en allait finir nos jours là. Maintenant, si on parle des épisodes du 4 août, comment ça s'est présenté? L'enfer. La hauteur de la vague, on ne l'a pas vue, mais il y avait de l'eau. Cette rivière-là, elle part pas de loin, elle part à 4 km de la maison. C'est juste des petits ruisseaux gros de même. L'été, il n'y a pas beaucoup d'eau? Non. Parce que les sources, ça ne sèche pas, parce que c'est toutes des sources qui ont du long. Dans la vallée, c'est pour ça qu'ils l'alimentent. Parce que ça serait les fermes, l'été, il n'y aurait plus d'eau dans ça. Mais elle regarde sur un certain débit, parce que c'était toutes des sources. De la belle eau pure. Okay. Ouais. Puis avez-vous une explication des raisons qui vous portent à croire qui expliquent pourquoi on vit des phénomènes comme ça? Bien, il y a toujours le déboisement de la planète, c'en est une. Ça. Parce que ça apporte des facteurs de vent qui sont changés, tout ça. Je crois à ça, moi. Ça, c'est vrai. Et avec des pluies, des inondations de même, le ruissellement est rapide. Les égouttements des fermes, tout ça, c'est très rapide. Ça fait que d'une vallée, tout se ramasse là tout de suite. Il n'y a pas de rétention d'eau. Parce qu'il n'y a plus assez de bois. Là, maintenant, aujourd'hui, vous n'habitez plus sur ce terrain? Non. On a été obligés de quitter. Oui, avec les catastrophes, on a assez de perdu, on a tout perdu. Là. Toute notre vie a passé là, les petites économies qu'on avait. Ça fait que c'est pour ça que là, on dit on en a assez, on s'en va. Qu'est-ce que vous avez fait? On a déménagé la maison. On a pris des procédures pour déménager la maison. On est rendu dans le village. On trouve ça dur. Papa, c'est pas un bel endroit là ici, c'est tranquille, mais c'est pas. Le décor autour, il est pas pareil. Oh, ben non. Hey, la rue est là. On est habitué à 62 acres de terre. Il y a une générosité dans Warwick qui s'est installée, pas juste les voisins proches, mais dans toute la communauté de Warwick qui a été centrée là-dessus énormément.
On a eu de l'aide des agriculteurs, on a eu de l'aide à tous les niveaux, de la municipalité, des pompiers, tous ces niveaux-là. Et j'ai fait une gestion de bénévoles parce qu'il y a eu 200 personnes qu'on a évaluées environ qui ont passé ici en 6 jours pour venir nous aider. Puis ce qui m'a aidé aussi à avoir tout ce monde-là, c'est les médias. Si on n'avait pas eu les médias, j'ai eu des gens de Laval qui sont venus, j'ai eu des gens de la Beauce, oui, de la parenté, je veux dire, ou des liens, ou des connaissances. Il y a eu des gens de la Beauce, il y a eu des gens de partout. Puis ma famille proche qui a passé comme 7 jours ici aussi. Plusieurs personnes sont venues en aide pour le sinistré. Et vous, qu'avez-vous fait? Encore de l'organisme Solidarité Jeunesse, on a fait des chiffres de Super C. C'est notre responsable, Roch Tounzi, qui nous demandait de faire ça pour ramasser de l'argent pour les sinistrés. En tout, on est environ 50 personnes à avoir participé au bénévolat. On a fait des chiffres de 4 heures la fois, ce qui a donné un total d'environ 25 heures de bénévolat. En tout, on a ramassé 3 500 $. Et les gens n'étaient pas trop sûrs de nous donner de l'argent au début, mais quand ils demandaient la cause du financement, on leur disait que c'était pour les sinistrés de Tinouic et des environs. Puis là, ils disaient « Ah oui, on a été touchés par ça », puis ils étaient plus portés à donner, vu que c'était pour notre région, puis c'était vraiment une bonne cause. Puis souvent, les gens ils nous racontaient eux-mêmes leur histoire, ce qu'ils avaient vécu par rapport aux inondations, puis ça nous encourageait à continuer. On devait être 30 dans la maison qui nous aidaient là, à essayer de sauver ce qu'on pouvait sauver. Puis ici, bien, dans la rue, il y avait installé des conteneurs partout. Fait que le monde sortait le stock, mettait ça dans les conteneurs. Puis je pourrais dire que dans les heures qui ont suivi, une chance qu'on avait la Croix-Rouge pour nous aider. On se rappellera que la Croix-Rouge a aidé quelques 142 familles, ce qui représente 370 sinistrés, dont 110 ou 112 enfants qui faisaient partie de ces familles. Alors, il n'y a que du positif à retirer de ce triste événement. Malheureusement, des fois, il faut presque faire face à des événements comme ça pour constater l'importance d'avoir des bénévoles qui acceptent de s'occuper de ceux qui ont des besoins suite à des événements comme ceux-là. Donc, dans l'ensemble, c'est un bilan très positif, tant de la part des autorités municipales, de nos députés, de la population en général, que surtout, je pense, de nos 35 bénévoles qui ont consacré, comme je vous disais tantôt, plus de 2000 heures en bénévolat auprès des sinistrés. La première chose qu'on a fait, c'est d'aller partout sur le terrain, d'aller rencontrer les gens, d'aller voir ce qui s'était passé, puis de se rendre compte aussi de leur misère. Parce que lorsqu'eux témoignent de ce qu'ils ont vécu, il faut prendre 2 minutes, se mettre à leur place pour vraiment réaliser ce qui se passe. Et ça, c'est le propre d'une personne qui est près de l'autre. Donc là, il y a eu toutes les mesures qu'il a fallu mettre en place. Donc, sécurité civile, interpeller le gouvernement. Et là, tous les éléments se sont mis en place. Et ces éléments-là viennent en appui pour dire aux gens, on vous aide, on vous écoute, on vous a écouté, on vous aide, puis là, on va mettre en place des mesures qui vont permettre d'atténuer un peu cette misère-là. Et là, après la mise en place de toutes les mesures de sécurité publique, de sécurité civile qui ont entouré l'événement, on a regardé sur le plan technique. J'ai participé à une levée de fonds d'aide avec la Croix-Rouge. Je travaillais fort parce que je croyais beaucoup à ça. Ah bien, je vous remercie beaucoup, M. Bachette, de m'avoir accordé cette entrevue. C'est un plaisir pour moi. Merci beaucoup. J'habite un beau quartier, fort habité, où les pavés sont bien asphaltés. Les cours d'eau canalisés. Il y a bien longtemps, avant qu'une colonie y ait érigé son nid, le territoire des Bois-Francs était vaste et grand. D'arbres, il était rempli, l'érable étant son emblème. J'habite un beau quartier et j'aimerais bien le garder.
double. Ça? Une joke à te compter. OK, comme on adore. 2 boulettes de steak haché qui jouent à cachette. OK. Là, tu disais à l'autre où steak haché. Elle est pas mal bonne, celle-là. Regarde-la. Hey, les gars! Il y a des enfants qui courent! Ben non, Kim, il y a vraiment pas personne dans cette cabane-là. Oui, il y a quelqu'un, je l'entends! Y'a personne, Kim. Ben non, Kim. Y'a vraiment pas d'enfant là-dedans, Kim. Non, y'a personne. Je pense que je vais la compter à mon oncle. Ah ouais? Je pense qu'il va la trouver pas mal bien. Hey, Kim est plus là. Qu'est-ce qu'on fait? Kim! Kim! Hey, moi, je vais par là, moi, je vais par là. Kim! Je vais par là, je vais par là. Kim! Elle est peut-être sortie du bois. Qu'est-ce que tu fais là? Ben, pourquoi tu ris? Regardez là-bas. Viens-t'en, ma puce, viens-t'en. Hey papa, c'était fun aujourd'hui. Je suis bonne maintenant. C'est qui ce gars-là? C'est une longue histoire.
Bienvenue dans mon palais. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais au moins je suis pas dehors. Je m'appelle Rémi. J'ai 17 ans. Il y a 6 mois, j'ai lâché l'école pour plus de liberté. J'ai essayé de me trouver une job. Il n'y a personne qui prend un jeune qui a même pas fini son secondaire 2. J'aurais pu être pompiste ou bagarre, mais ça me tente pas. C'est un vrai métier que je veux. Ça fait longtemps que je me suis pas tapé une bonne bouffe. Pas de TV, pas de radio, pas de frigo, pas de bonne bouffe. Je suis tanné de mes vies plates. Je pensais jamais m'ennuyer de ma mère. J'étais crevé de pas avoir une scène. Je t'engourdis tellement que je fais rien. Je suis tanné de mes vies plates. C'est assez. Je suis encore jeune. J'y retourne, puis cette fois, c'est vrai. Attention, l'école, me revoilà. En quelle année y aura-t-il un vol habité vers la planète Mars? Pour en parler, nous avons avec nous notre collègue Maggie, journaliste de l'excellente émission Scientifique Découverte. Bonsoir. Bonjour, Maggie. Bonjour, je me nomme Maggie. Bonjour, Maggie. Bonjour, je me nomme Maggie. Bonsoir, Virginie. Préparation de l'émission vont-ils bon train? Oui, comme à chaque émission, on a évidemment des excellents invités. On a eu depuis le début de la saison des gens comme Sylvain Cossette, Jean Leloup est venu sur l'émission également, Ariane Moffat, on a eu Stéphie Choc, on a eu Richard Petit, on a eu Jean Leloup, bref, tous les artistes du palmarès. T'es correct? Moi, je suis correct. Bonjour, monsieur. Bonjour. Du cinéma, j'en mange. OK, arrête. OK. Seriez-vous en état d'ébriété? C'est bon. Coupé! Viens-t'en, Léo, viens-t'en. Ah, si, j'ai dit son nom. Les gars, venez me... Ah, c'est Je vous remercie.
Merci beaucoup. Merci. Je sais que tu me donnes un petit peu plus de vie. Le bois écho! Raider! Bon, hein? On a travaillé sur l'émission à partir de janvier 2003 jusqu'en avril. Et en avril, finalement, l'émission est commencée. Et puis là, ça se poursuit pour toute l'année. Ben non, habillé comme ça, je ne peux pas animer l'émission. Alors ce que je veux faire, je veux passer l'antenne à un groupe de visiteurs qui vont produire leur version de mon émission aujourd'hui. À la différence de moi, toutefois, ils vont tout faire, eux. Ils vont être annonceurs, régisseurs, monteurs, aiguilleurs, caméramans, audioman et j'en passe. Alors j'espère que vous allez vivre la plus belle expérience de votre vie, une expérience inoubliable. Je vous souhaite bonne chance et surtout, amusez-vous. Ici, Radio-Canada. Merci Simon. Mon nom est Geneviève Fournier. Je suis présentement dans l'entrepôt de décor de Radio-Canada à la recherche de les deux lecteurs à notre émission. Et oui, c'est tellement immense cette ici que pendant la visite guidée de l'édifice, nous les avons perdus. Je fais tout ce que je peux pour vous les ramener à temps pour le début de l'émission. On me dit à l'instant qu'on vient de retrouver nos deux lecteurs. Nous pouvons donc commencer alors l'émission aujourd'hui. Présentée et réalisée par les étudiants de la polyvalente Le Boisé de Victoriaville, accompagnés par le professeur David Pinette et Nathalie Gagnon. Et espérons-le, de nos deux collègues lecteurs. Bonne émission. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir et bonne émission à notre compagnie. Parmi les sujets abordés ce soir, la voiture électrique a un avenir, les Russes et les Américains à la conquête de Mars, et Virginie Coussard nous parle de palmarès. Mais pour commencer, nous vous parlerons d'un sujet qui préoccupe de plus en plus les gouvernements et les citoyens, l'environnement. En effet, l'environnement est un sujet qui nous préoccupe beaucoup depuis quelques années. Qu'arrive-t-il à nos forêts, à nos rivières et à nos lacs? Et à la qualité de l'air, s'en préoccupe-t-on assez? Aujourd'hui, a décidé de se pencher sur la question et de vous informer sur l'état de l'environnement. Pour commencer, nous avons demandé à notre correspondant à l'Hôtel de Ville de Montréal de nous parler d'une des mesures de comprendre l'administration municipale dans ce domaine. Nous le rejoignons immédiatement. Bonjour, Raphaël. Bonsoir, Steven. L'administration municipale de Montréal va obtenir de l'aide des gouvernements provincial et fédéral pour encourager le nettoyage des rives du fleuve au cours des prochaines saisons estivales. Quelle forme cette aide prendra-t-elle? Comment cela Continue. Comment cela nous a... Comment cela fonctionnerait-il? Pouvez-vous nous en parler un peu? Eh bien, la Ville aimerait recevoir une subvention des deux gouvernements pour financer ce programme. Cela lui permettrait d'engager des jeunes du secondaire l'été prochain. Il ferait le nettoyage des rives et informerait les populations riveraines des dangers qui guettent le fleuve Saint-Laurent. La Ville pense que c'est en travaillant tous ensemble qu'on arrivera à protéger cette richesse collective. Ce programme donnerait du travail à plusieurs centaines de jeunes durant la période estivale. Alors souhaitons bonne chance à ce projet.
Merci, Raphaël. Qu'est-ce qui se fait ailleurs dans le monde? Existe-t-il des programmes comme celui-là? Y a-t-il beaucoup d'autres villes comme Montréal où il y a un fleuve? C'est le cas de Londres, où la Tamise a été nettoyée et où l'on peut maintenant y pêcher des poissons. Notre correspondant à Londres nous a préparé un reportage à ce sujet. Il fait très beau aujourd'hui et le pont de Londres est vraiment magnifique. Je vous signale que la musique que vous entendez actuellement est jouée par la fanfare militaire royale car la reine Élisabeth II sera ici dans quelques instants. La reine vient en effet de rencontrer un groupe d'étudiants qui ont fait ce genre de travail sur les rives de la Tamise au cours des étés précédents. Ces groupes de jeunes disent qu'ils ont trouvé l'expérience très enrichissante et qu'ils pensent que les Montréalais devraient aussi s'impliquer activement dans la préservation des rives du fleuve Saint-Laurent. En effet, toutes les rives de la Tamise autour de Londres ont été nettoyées et on peut maintenant s'adonner à la pêche dans le fleuve et même s'y baigner. Steve Légaré pour Radio-Canada à Londres. Espérons que cette initiative servira d'exemple aux Montréalais. Avant d'aller à la pause, nous allons rejoindre Mickaël Jean, animatrice de l'heure du midi. Bonsoir, Mickaël. Bonsoir, chers collègues. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui songeraient à faire une... Au retour, la préservation de l'eau et une nouvelle voiture électrique. L'eau est une richesse aussi précieuse que l'air. Ici, au Québec, nous sommes privilégiés d'avoir de l'eau douce en quantité. Mais en aurons-nous toujours? Comme chacun d'entre nous, peut-il protéger la richesse collective? Rejoignons notre chroniqueur en environnement qui va nous donner quelques petits conseils. Bonsoir, Pierre-Luc. Bonjour, Steven. Je suis actuellement dans le jardin privé de Mme Ghislaine Lagdire, à Saint-Lambert. Tout le monde aimerait avoir une terrasse comme celle-ci. Vous avez raison, ça a l'air très beau. Savez-vous qu'on peut nourrir cette magnifique végétation par un arrosage au goutte à goutte? Comment? Tout simplement à l'aide d'un boyau d'arrosage percé à différents endroits. De cette façon, on utilise un minimum d'eau. Par ailleurs, quand on possède un jardin aussi magnifique, on ne veut pas qu'il soit plein de mauvaises herbes. Mais il faut savoir que l'utilisation des pesticides pour enrayer les mauvaises herbes contribue grandement à polluer l'eau et l'environnement. Par conséquent, la solution la plus simple consiste à tolérer quelques pissenlits sur sa pelouse. Ça met un peu de couleur. Voici d'autres moyens efficaces pour économiser l'eau. Prendre un bain au lieu d'une douche, réduire la quantité de nos ordures qui, une fois enterrées, polluent les eaux souterraines. Recycler tout ce qu'on peut. Ce sont des petits gestes qui, mis ensemble, peuvent faire une énorme différence, croyez-moi. De retour à vous, Steven. On essaiera de suivre vos conseils. Merci, Pierre-Luc. Voici maintenant vos indicateurs financiers. Une autre façon de protéger l'environnement serait de diminuer l'utilisation des automobiles. La solution est peut-être la voiture électrique. Rejoignons le correspondant de Radio-Canada à Bruxelles, capitale de la Belgique. Il se trouve au musée consacré à Tintin. Pourquoi le musée Tintin? Eh bien parce qu'il y a là-bas un célèbre savant qui a peut-être des choses à nous raconter. Alors Nathalie, qu'en est-il? Oui, alors au cours des derniers mois, la Société Hydro-Québec a annoncé la conclusion d'un accord de principe avec des sociétés européennes au sujet d'un véhicule hybride. Ce véhicule serait doté d'un système de propulsion électrique et de la batterie au lithium métal polymère d'Hydro-Québec. Nous avons pensé que le célèbre professeur Tournesol serait très fier si une voiture électrique remplaçait la voiture à essence. Tout le monde se rappelle que ce grand savant a créé un sous-marin en forme de requin, une fusée pour aller sur la Lune et le téléviseur supercolor Trifonor.
Le professeur Tournesol travaille actuellement sur un projet de voiture familiale entièrement électrique qui aurait une grande autonomie. Ce véhicule permettrait aux familles de passer des vacances économiques et écologiques. Le professeur communiquera-t-il avec Hydro-Québec pour lui offrir sa collaboration? C'est à suivre. Mais dis-moi, quand cette voiture sera-t-elle prête? Le professeur Tournesol vous a-t-il donné un scoop? J'ai posé la question au professeur Tournesol et il m'a répondu. Non, non, non. Vous n'y êtes pas du tout. C'est plus à l'ouest, mon cher, toujours plus à l'ouest. Comme quoi, ce cher savant est toujours dans la Lune ou sur la Lune. Ici Nathalie Gagnon, au Musée Tintin à Bruxelles. Ah, ça, cher professeur, toujours le même. Et maintenant, Gilles Goujon, animateur du téléjournal Le Point, s'intéresse également au travail que nous faisons aujourd'hui. Bonsoir, M. Goujon. Chers collègues, bonsoir. Eh bien, vous avez l'air de bien vous débrouiller. Un petit mot pour vous rappeler que l'information à Radio-Canada, c'est aussi, évidemment, le téléjournal Le Point, diffusé 7 soirs par semaine entre 22h et 23h. Alors, je vous y attends. À bientôt. Au retour, on parle avec Virginie Coussard. Moi, je changerais... Il y a eu la conquête de la Lune en 1969. En quelle année y aura-t-il un vol habité vers la planète Mars? Pour en parler, nous avons avec nous notre collègue Maggie, journaliste de l'excellente émission Scientifique Découverte. Bonsoir. Bonjour, Maggie. Bonjour, je me nomme Maggie. Regardons d'abord un court extrait d'un reportage qui sera diffusé bientôt à notre émission. 3, 2, 1. Mars. Ce nom nous fait tous un peu rêver. Il semble bien toutefois qu'un premier vol habité vers Mars ne soit pas pour demain. En effet, les Russes et les Américains se sont rencontrés récemment à Austin. Cette réunion qui s'intitulait « Projet préliminaire pour l'exploration de Mars » visait à définir et à élaborer les technologies nécessaires à l'accomplissement d'une telle mission. On nous a bien précisé qu'on ne préparait pas une expédition vers Mars, mais qu'on évaluait seulement la possibilité et surtout l'utilité d'une telle mission, car les coûts seraient énormes. Ils seraient comparables à ceux de la Station internationale, soit plus de 2 milliards de dollars par an. On comprendra qu'à ce prix-là, on y réfléchira un peu. Merci, Maggie. Espérons que nous pourrons prendre nos prochaines vacances en voiture électrique et pourquoi pas sur la planète Mars. Allons maintenant rejoindre l'animatrice de la très populaire émission Palmarès, Virginie Coussard, qui a généreusement accepté de répondre à nos questions. Elle est présentement au studio 47 de Radio-Canada en pleine préparation pour pour son émission de ce soir. Bonsoir Virginie, les préparations de l'émission vont-ils bon train? Oui, comme à chaque émission, on a évidemment des excellents invités. On a eu depuis le début de la saison des gens comme Sylvain Cossette, Jean Leloup est venu sur l'émission également, Ariane Moffat, on a eu Stéphie Choc, on a eu Richard Petit, on a eu Jean Leloup, bref, tous les artistes du palmarès. Comment le projet de l'émission est-il né? En fait, le projet a été élaboré à l'automne 2001. Et moi, à ce moment-là, j'étais à Musique Plus. Donc, j'ai eu vent du projet au mois de novembre, décembre 2001. Mais comme j'étais pas prête vraiment à partir de Musique Plus, ben eux ont décidé de retarder le projet et également l'élaborer. Donc, aller un peu plus en profondeur sur ce qu'ils voulaient faire. En fait, Guy Cloutier avait décidé de faire une émission qui serait un peu une célébration de nos artistes au palmarès par rapport au journal Palmarès qui est diffusé, lui, à travers toute l'industrie musicale ici au Québec. Donc, en 2002, ils sont revenus avec une proposition. Le projet était un peu plus élaboré. Moi, je me sentais prête à essayer ce nouveau défi-là ici à Radio-Canada. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Et là, on a travaillé sur l'émission à partir de janvier 2003 jusqu'en avril. Et en avril, finalement, l'émission est commencée. Et puis là, ça se poursuit pour toute l'année. Vous voyez-t-il déjà arriver une drôle d'histoire depuis les débuts? Bien, il se passe souvent des choses, parce qu'il faut dire, c'est quand on fait les répétitions dans la journée, bien, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'arrêts, il y a beaucoup d'attentes pour le niveau technique, pour le niveau musical, et évidemment, bien, il y a toujours des gens qui sont en attente, qui cherchent à faire des blagues, mais surtout un souvenir qui me revient à l'idée, c'est Jean Leloup
qui était venu sur l'émission, en fait, avec son groupe. Et là, on avait évidemment peur qu'il ne se présente pas. On avait peur qu'il ne soit pas à l'heure. Et finalement, on n'a vraiment pas eu à s'en faire. Il est arrivé même en avance. Il est parti l'après-midi pour aller s'acheter des vêtements, spécialement pour Palmarès, des vêtements griffés. Donc, ça a été une très, très belle soirée, finalement. On a même eu la chance d'avoir quelques chansons aussi après l'émission pour les gens du public. Merci, Virginie. On vous souhaite une excellente saison à la barre de Palmarès. Oui, ça me fait plaisir. D'ailleurs, si vous voulez assister à l'émission, vous composez le 514-842-6160 pour venir ici en studio voir vos artistes préférés. Et je vous rappelle que c'est diffusé le vendredi soir à 19h30, juste avant La Fureur. Bye! À bientôt. Avant de terminer, voici les prévisions météo. Alors que nous annonçons-vous pour les prochains jours? Eh bien, ce sera en général assez beau. Ceux qui avaient prévu des activités en plein air seront ravis. Toutefois, on prévoit un petit refroidissement au cours de la nuit, mais rien de dramatique. Je conseille à ceux qui sont frileux de prévoir une couverture plus chaude. Maintenant, si on jette un coup d'œil sur la carte, on constate qu'il y a des nuages à l'horizon, mais qu'ils ne sont pas très menaçants. Comme vous le voyez, ils se déplacent lentement et sont assez légers. Les températures seront saisonnières sur tout le territoire du Québec. Elles varient entre 10 degrés la nuit et 20 degrés le jour. Dans la région du bas du Saint-Laurent, il y a un risque de pluie en début d'avant-midi, mais rien n'est certain. On évalue le risque à 30% seulement. Le seul endroit où c'est un peu plus inquiétant, c'est en Abitibi. Il y a un avertissement de neige fondante pour le secteur de l'Abitibi. Oui, au Québec, tout peut arriver. Mais là, la neige ne devrait pas rester au sol très longtemps, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour les gens de cette région. Voilà. Alors voilà, j'espère que ces prévisions météorologiques conviennent. Si ce n'est pas le cas, je ne peux pas y faire grand-chose. Oui, ça nous convient tout à fait. Mais nous avons une question pour vous de la part du grand scientifique, le professeur Tournesol. Selon vous, quelle serait la meilleure saison pour aller sur Mars? Oh mon Dieu, quel honneur! Je suis flatté que le professeur Tournesol me consulte. Écoutez, je dirais au début de juin, car c'est à ce moment-là que les températures sont plus stables. Et la navette qui transporterait les voyageurs vers Mars pourrait alors effectuer un bon décollage. Nous lui transmettrons donc votre réponse. Alors voilà, mesdames et messieurs, c'était notre émission pour aujourd'hui. C'était toujours agréable de vous retrouver tous les soirs de 17h à 18h30. Et n'oubliez pas de visiter le site Internet de Radio-Canada à l'adresse suivante, radiocanada.ca. Vous y trouverez une mine de renseignements. Je vous recommande donc de le consulter souvent. On vous dit ça demain. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas de regarder RDI Junior tous les soirs à 18h à 18h15. À demain. Eh bien, dis donc, toutes mes félicitations. Vous avez fait de l'excellent travail. Qui sait, peut-être qu'un jour, on va se retrouver sur le même plateau ensemble. Au revoir.